Bonjour, ici Anne Champagne. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Si vous ne connaissez pas ou peu NAC, c'est le temps que ça change. Écoutez, c'est des produits qui sont faits par et pour des athlètes d'endurance, puis ça paraît. Les nouvelles barres Ultra Énergie sont révolutionnaires avec leur ratio 4:1 en termes de glucides versus protéines. Et en plus, le goût est malade. Pour vrai, c'est ça que ça vous prend pour vos longs entraînements et vos courses. NAC offre à mes auditeurs un rabais de 15% sur tous ces produits. Va sur nacbar.com, choisis la saveur qui tente et utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS, tout en majuscule. Merci NAC et bonne écoute. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce 18e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis avec Anne Champagne. Salut Anne. Salut Yannick, comment ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. Hey, merci d'être là, c'est cool. Ça fait super plaisir. 18e épisode, je sais pas si c'est comme une vie d'adulte, mais à 18, on devient comme un mature. Est-ce que le podcast est devenu un adulte aujourd'hui? Je sais pas, mais t'aurais été témoin de ce 18e épisode-là. Donc, je trouve ça super intéressant de t'avoir. Je pense que les gens te connaissent. Puis moi, je m'efforce toujours quand je reçois des invités qui ont déjà fait d'autres balados d'aller écouter ce que vous avez fait. Question de changer un peu le mot puis d'aller chercher autre chose parce que le but n'est pas de te faire répéter ce que tu as dit à d'autres micros. Puis j'encourage les gens à taper ton nom sur Spotify, vous allez trouver plein de balados intéressants. Puis c'est toujours le fun de jaser de course, de jaser de tes expériences. On t'a entendu parler de ton QMT de l'année passée, on t'a entendu parler de ton trail de Bourbon à La Réunion, mais là, j'ai le goût qu'on aille ailleurs, question de ne pas répéter les mêmes choses, puis de regarder dans le futur. 2020 a été une drôle d'année. Puis pourquoi ne pas regarder vers 2021 dans nos discussions puis voir comment tu te prépares à cette grosse année-là, je pense, qui va être ton grand retour, le retour de tout le monde, je pense. Ben ouais, exact. Hey, avant toute chose, la première grande question, qu'est-ce que tu bois, Anne? Aujourd'hui, je bois un café mélangé avec la poudre de protéines NAC à la vanille. Voilà, tout simplement. Une petite plug pour NAC. Moi, j'ai même mon t-shirt NAC. Puis, merci NAC qui présente cet épisode-là. Puis, regarde, c'était même pas stagé. Puis, tu consommes un produit NAC. C'est parfait. Moi, pour ma part, j'ai une petite milkshake IPA aux abricots. Gracieuseté de Hochelag, puis gracieuseté des boutiques Cheers à Montréal. Donc, je vous en ai parlé à plein d'épisodes, je ne vais pas me répéter, mais les boutiques Cheers, les gens de Montréal, vous êtes chanceux d'avoir ça. C'est un dépanneur à bière qui vous livre votre bière chez vous quand vous appelez avant 16h. Fait que c'est quand même très cool, surtout en temps de pandémie où on évite de se rendre dans le public ou dans les lieux publics. Donc, merci Cheers pour cette super bière. Puis cheers à toi, Anne. Hey, cheers. Donc, comme je le disais, plutôt que de parler de ton année 2019 qui était exceptionnel, puis on aura peut-être l'occasion d'en jaser. Parlons plutôt de 2021. Mais avant toute chose, pour les quelques personnes qui pourraient ne pas te connaître, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours? Je sais que tu es triathlète, couru du cross-country à l'Université McGill, tu as fait des Spartan Race où tu as fait des choses assez exceptionnelles. Puis là, maintenant, tu es dans la trail depuis 2-3 ans. Mais parlons un peu de ton parcours de sportif qui t'a mené à être championne canadienne d'Ultra Trail. Mais dans le fond, je pense que le sport a vraiment été toujours dans ma vie depuis très, très jeune. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être attirés vers différents domaines, mais j'ai pas mal été dans différents sports. Jeune, j'ai fait plus des sports d'équipe, mais rapidement, je me suis rendu compte que j'étais davantage attirée vers des sports un peu plus individuels. Donc, début secondaire, comme tu as dit, j'ai commencé le triathlon qui a pris une grande partie, je dirais, de mon adolescence. J'en ai fait de 12 à 19 ans. Puis les 2 dernières années, je faisais davantage du duathlon. Juste parce que, justement, la natation, je travaillais fort, mais c'était pas un sport que j'aimais vraiment. Puis j'arrivais pas à me développer autant que les 2 autres sports. J'avais plus de facilité, puis j'avais plus de fun aussi dans les 2 autres sports. Donc, tranquillement, à travers les années, c'est pas mal ça. Puis dans le triathlon, veut pas, c'est davantage une saison qui est plus l'été, mais avec le club, le printemps, on courait plus sur route, puis l'automne, un peu plus cross-country. Donc, à travers toute mon adolescence, j'ai pu explorer différents types de courses à pied. Fait que c'est pas mal ça. Tu sais, j'ai été vraiment
toujours attirée vers ce sport-là, mais vraiment dans toutes ses formes. Je crois que j'ai pas mal fait le tour. Mais c'est ça, on dirait que avec les années, je me cherchais. On dirait que je n'étais pas complète à travers un sport. Puis j'aimais ça, essayer des nouvelles choses. Puis je te dirais que depuis que je fais du trail, je peux dire que c'est pas mal la première fois dans ma vie que je me sens autant bien en pratiquant une activité, que je me sens vraiment complète puis à la bonne place. Je me sens vraiment, vraiment dans mon élément. Donc, c'est vraiment ça. Fait que j'ai hâte de voir où ça peut m'amener parce que le trail, c'est comme s'il n'y avait pas de limite. Puis c'est comme un peu à travers nous, à travers l'expérience qu'on fait, à travers les courses, mais aussi à travers nos entraînements, des défis, qu'on peut vraiment voir jusqu'où qu'on est capable d'aller. Puis c'est assez intriguant, intéressant même, je dirais. J'en parlais avec plusieurs de mes invités, dont Karim, que j'ai reçu la semaine passée, qu'il y a plein de sports où je pense que l'entraînement est le mal nécessaire pour après ça le jour de la compétition. Puis le jour de compétition, ben, t'as pas tant de fun pendant la compétition, mais l'accomplissement devient l'espèce de chose qui te drive. Puis tu es une fille qui, je pense, qui a performé dans chacun des sports que t'as fait. Mais pour n'importe qui, quelqu'un qui tripe sur le 5 km puis tout, ben, je sais pas si t'as tant de fun que ça à faire un 5K en 15 minutes, whatever, mais c'est l'accomplissement qui vient comme feeder cette fierté-là, puis qui vient feeder la passion, alors qu'en train, on dirait que l'entraînement est nécessaire en 2020 plus que jamais, mais le fun à l'entraînement, le fun au quotidien, puis on le ressent, tu es une fille qui est active sur les médias sociaux, puis on peut te suivre à travers tes entraînements, puis à moins que ce soit une perception que j'ai, mais j'ai vraiment le feeling que tu prends du plaisir au quotidien à t'entraîner versus quelque chose qui est peut-être moins présent dans d'autres sports. Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que ça peut expliquer le fait que tu te sens sur ton X en ce moment dans le trail? Bien, totalement. Je pense que la plupart des gens ont un peu le même discours qui font du trail. Il y a un peu, je pense, des variables parce qu'on voit tout ça différemment, mais c'est un sport un peu moins sur le chrono beaucoup parce que c'est dur de justement comparer, même en entraînement, d'un jour à l'autre, tout dépendamment où on est par rapport à la distance, au dénivelé, aux températures, à la saison. Donc, je pense qu'on s'enlève cette espèce de pression-là de chrono puis de tout le temps être surtout sur le pace qu'on veut, comme si on faisait, par exemple, un full marathon sur route, qui là, on peut s'attendre à un temps. Je pense qu'on peut avoir des références, oui, mais il y a tellement de variables qui font en sorte qu'on est plus dans l'adaptation de moment en moment que dans je veux être là à tel moment. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que ça devient une approche un peu plus saine envers la compétition, même peu importe le niveau qu'on est, mais je pense que ça fait en sorte qu'on est... C'est ça. Je pense que c'est plus sain de la façon que perso, en tout cas, je vois la compétition à travers le trail. Puis c'est pas dans ça pourquoi peut-être que je t'ai attirée aussi. C'est un peu en ayant un tempérament quand même très compétitif, mais en étant une personne assez stressée aussi, puis qui avait tendance davantage avant à se mettre beaucoup, beaucoup de pression, de performance, là, je chemine là-dedans, puis j'essaie de justement moins m'en mettre. Puis ça fait en sorte que souvent même, on est encore plus performant parce qu'on a moins d'attentes, puis on est plus dans le plaisir qu'on a, même, on retrouve le plaisir qu'on a en entraînement, mais en mode de compétition, Il faut se dire que quand on arrive sur une ligne de départ, c'est juste tout ce qu'on a fait en entraînement, là, mets-le là-dedans, puis c'est sûr que, c'est là qu'on va savoir est-ce que ça a été fructueux, tout ce que tu as fait, C'est un peu plus comme ça que je le vois, ouais. Cool. Puis est-ce que cette année-là, 2020, va t'avoir appris justement à peut-être moins te mettre de pression parce que tu as commencé l'année avec un calendrier hyper ambitieux, puis finalement, tout ça est tombé. Puis tu l'expliquais super bien avec Marie-Ève puis la gang de Tout Trail dans le balado où c'était super intéressant comment tu as vécu cette transition-là. Ou même tu en parlais aussi avec Simon-Pierre dans le balado. Je trouve ça super intéressant comment tu t'es reviré de la situation, mais rendu 9 mois plus tard, après le début de cette pandémie-là, est-ce que le fait de ne pas avoir eu de course t'a permis de prendre plus de plaisir au quotidien dans l'entraînement puis d'apprendre à ne pas te mettre de pression puis à accepter les moins bonnes journées où on le fait le moins puis de t'amuser puis les journées que ça va bien puis tu sens que tu voles ces sentiers, mais là, tu pousses. Est-ce que tu as senti ça cette année? Pas mal. C'est sûr que je pense que c'est l'aspect numéro 1 que je voulais mettre de l'avant parce que j'ai fait une course en 2020 que ça n'a pas vraiment bien été parce que j'étais prête quand même, mais c'était pas une course importante. Puis
je me suis rendu compte que j'étais arrivée là-bas, j'étais là, non, non, tu sais, je me mets pas de pression de première course, tu sais, il y a pas beaucoup de gens, c'est pas, tu sais, c'est pas important dans mon calendrier, c'était juste parce que j'avais l'opportunité d'y aller, puis je voulais avoir du fun. Puis finalement, je m'en suis mis extrêmement, puis ça a fait en sorte que en plein milieu de la course, j'étais vraiment plus là mentalement, puis tu sais, c'est pas tant mon genre de décrocher à ce point-là juste à cause de ma tête, tu sais. Habituellement, je suis quand même quelqu'un qui peut foncer, là. Peu importe ce qui arrive, là, c'est rare que je me laisse atteindre. Mais là, je me suis rendu compte, oh God, Anne, tu sais, j'arrivais avec un 2019 vraiment, tu sais, au-delà de mes attentes. Puis 2020, ben là, tu sais, je voulais prendre ça plus comme, tu sais, fais comme si de rien n'était, puis continue, tu sais, aie du fun, mais finalement, je me rendais compte que non, tu sais, je m'étais même, tu sais, c'est ça, on dirait que je me mentais à moi-même, puis je me mettais vraiment beaucoup de pression. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut le voir, tu sais, on peut voir les choses négativement comme positivement. 2020, tu sais, c'était comme un peu à chaque fois, je pense, pour tout le monde, des déceptions, mais finalement, à la fin de l'année, assurément, on peut en sortir des points positifs qui vont être vraiment une belle chose pour la suite, tu sais, dans les prochaines années, tu sais. C'est pas, je pense, quelques mois ou une année, par exemple, sans compétition qui va faire en sorte qu'on va retomber à zéro. Si on l'utilise correctement puis de la bonne façon, justement, ben on peut juste comme grow up, on peut vraiment en apprendre puis devenir un athlète encore plus complet parce que au-delà de juste le physique, le mental est vraiment, vraiment important, surtout si on parle dans des courses de longue distance encore plus. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de points à travailler. Puis, je pense que finalement, à la fin de l'année, tout le monde a eu du fun dans leur entraînement, dans des aventures qui se sont faites. Je pense que quand on aime vraiment le sport qu'on pratique, là, je pense qu'on passe par-dessus ces déceptions-là, puis on peut utiliser, on peut le faire plus, justement, en contexte hors course, puis voilà. Ouais, puis je pense que ça peut être bon pour tout le monde d'avoir une année pas off, mais off de compétition, parce qu'on a tous le même problème, je pense, de s'inscrire à trop de courses, puis de se mettre une pression de il faut que je récupère pour telle course parce que dans 2 semaines, j'ai telle course. Puis ça, c'est même pour n'importe qui est juste bien content d'arriver. On a 6 mois, contrairement à bien des pays dans le monde, où là, nous, c'est juste pendant 5 ou 6 mois qu'on a des événements. Les gens se font des gros calendriers, puis tu récupères pas, ou tu sais, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu des petits problèmes de bandelettes. Ben, si ça m'est arrivé pendant une vraie course organisée, j'étais à Ricana, il me reste 50 km, puis la bandelette fait mal, probablement je m'en serais voulu, mais je l'aurais fini à la course, puis je me serais magané pour bien plus longtemps. Là, j'ai l'impression que vu qu'on n'a pas de course organisée, ben oui, on se lance des défis, puis tout, mais si à un moment donné, il y a un petit bobo qui ressort, on va prendre le temps puis tu sais, je regarde, je dis ça, je pense que c'est bon pour moi, mais j'ai entendu plein de monde autour de moi sentir que cette année, je ne me suis pas blessé ou du moins, je n'ai pas aggravé de blessure. Parce que quand j'ai un petit bobo, j'ai pris une petite semaine, puis c'est pas grave parce que je ne suis pas dans un bloc d'entraînement intense qui m'amène à telle course. Fait que ça peut être bon pour tout le monde d'avoir cette année de break-là ou de cette année sans compétition. Ça permet aussi de remettre les choses en perspective puis juste de poser plus de questions souvent, là, puis de vraiment je pense, de se demander à soi-même des questions, tu sais, j'aime vraiment ce que je fais. Oui, ben go, tu sais. Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que, tu sais, je pense que quand on s'aventure dans quelque chose, je pense qu'il faut vraiment intrinsèquement aimer ça parce que sinon, on va le faire pendant 1 an, 2 ans, mais après, on drop, tu sais. Si on veut vraiment avoir dans un futur, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Puis au-delà de juste faire en compétition, il faut avoir du plaisir dans nos entraînements aussi. Puis dans le processus, là, pas rien que dans l'entraînement, mais dans tout ce qui entoure, là. Exactement. Tantôt, tu parlais de l'Ultra Trace Guadeloupe où tu as commencé ta saison, puis ça a été finalement ta seule course de l'année. Puis tu parlais de la pression que tu t'es mis avec ça. Puis on clorons le bout de biographie qui nous amène à ce qui nous intéresserait, qui sera 2021. Mais tu sais, l'an passé, 2019, tu as gagné toutes les courses que tu as complétées. Je faisais le build-up d'émission là-dessus en disant, je donnais des indices pour dire qui allait être mon invité de l'épisode 18. J'ai donné cet indice-là, puis le monde était comme, ben, je pense que c'est Anne parce que c'est ça qui est fou, c'est que chaque course que tu as complétée, tu as gagné en trail. Est-ce qu'il y a une pression qui vient avec ça? Parce que là, chaque fois que tu t'alignes sur une ligne de départ, tu sais, la première fois que tu as fait Bromont en 2018, tu étais la fille de Spartan qui se lance dans le trail, voyons que ça donne, pas trop de pression. Là, tu gagnes ça. Après ça, tu gagnes la clinique du coureur. Après ça, tu gagnes le QMT. Tu es championne canadienne à ta 3e course. Après ça, l'Ultra Trail Academy, UTHC, tu as une petite blessure, mais après ça, tu reviens et tu gagnes une course internationale à l'île de la Réunion. C'est super impressionnant, puis c'était trippant à suivre cette espèce de montée en puissance-là de Anne dans le monde du trail, mais est-ce que ça vient avec un côté négatif qui est une pression? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou tu te l'imposes toi-même, puis c'est entre toi et toi que ça se passe?
C'est assurément qu'elle est là. C'est assuré, là. Mais après, je pense faut en prendre et en laisser. Je pense qu'il faut se faire un peu une tête à ça, puis juste dire, tu sais, j'aime tellement ce que je fais, puis, tu sais, je pense qu'il faut... C'est dur quand même, hein, parce que elle est là, tu sais, dans les articles, elle est là, je pense qu'on attend une performance, puis des fois, tu sais, ça, je l'ai déjà dit, c'est tellement pas méchant, mais tu sais, mettons, juste un ami qui arrive, il dit « Ah, tu sais, on va aller te voir à l'arrivée sur le podium. » Mais là, j'ai même pas fait la course encore. Fait que, tu sais, juste, c'est un peu comme sneaky, mais c'est quand même une pression, tu sais. Donc, c'est sûr un gars que qui fait un balado puis qui fait juste parler du fait qu'il se promène partout, c'est un peu tannant. Ouais, non, mais tu sais, je pense non, que... je comprends. Tu sais, puis c'est correct. Je pense qu'il faut le prendre, mais après, il faut juste comme retour à la base, puis juste te dire on aime vraiment ça, puis on fait ça parce qu'on a du plaisir. Mais tu sais, c'est sûr que ça vient avec son lot, un petit peu de pression. Puis de mon côté, comme avant, je pense que j'étais une personne encore plus qui s'en mettait à elle-même, mais j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur moi-même. Puis présentement, je pense que je suis vraiment une personne plus posée, plus réfléchie, puis juste moins super tout le temps high, puis tu sais, qui espère gagner une course, là, tu sais. Ouais, je pense que c'est aussi la pression. Oui, tu ressens la pression, mais c'est la façon dont tu le gères toi aussi, parce que comme tu dis, tu peux déjà que l'extérieur t'en donne un peu, t'en mets un peu de pression. Si toi, t'apprends là-dedans à comme la canaliser, tu sais, c'est drôle, j'ai fait un balado avec Sabrina Stanley aux États-Unis, qui est une coureuse exceptionnelle, puis depuis Hard Rock en 2018, elle n'a jamais perdu une course. Elle a gagné Hard Rock en 2018, puis elle a fini première chaque course qu'elle a faite, aucun DNF, tu sais. Puis elle disait en blague, je ne me rappelle pas c'était à quel balado, je pense que c'était au Ginger Runner, elle disait à la blague, j'aimerais quasiment ça comme finir 9e à une course, finir 77e, juste pour que le monde arrête de me dire « Hey, vas-tu gagner celle-là? » Puis de montrer comme, là, laissez-moi faire mes affaires, là, je vais gagner quand je vais gagner, puis je ferai une 3e place ou une 14e place quand ça arrivera. Puis elle le disait en blague, mais j'entendais ça, puis je me disais « Hey, peut-être que c'est le genre de pression que tu ressens toi aussi, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en jase un peu. » Ben oui. C'est pour ça que j'ai hâte à 2021, puis j'avais hâte à 2020 parce qu'il y a des belles courses qui s'en viennent. Si on peut prendre l'avion, puis on peut voyager un peu. J'avais hâte justement de me sentir un peu plus petite, l'incognito, puis moins tout de suite comme non, tu sais. Mais vraiment sentir que j'ai de la pression autour de moi, puis c'est ça, aller voir de quoi j'ai l'air dans un bassin peut-être un peu plus grand. Pas qu'il y a pas, il y a vraiment des filles incroyables au Québec, mais on est un plus petit bassin. Fait que c'est sûr que, des fois, si on a des performances, ça pop tout de suite, mais j'ai hâte d'être dans des courses un peu plus, plus de monde, puis justement être challengé du début à la fin, puis vraiment voir c'est ça, un peu plus justement de challenge de ce côté-là. Je pense que toi qui es sur une ligne de départ au Québec sur une de nos courses versus toi sur une ligne de départ à la CCC comme tu étais supposé faire à Chamonix en 2020, la pression est un peu divisée à travers les 200 filles élites versus les 20 filles élites. Il doit y avoir une petite pression qui se divise. Totalement, exactement. C'est vraiment ça. Parlons Puis, de ton... c'est tellement pas... mais juste pour... c'est tellement pas non plus... Juste pour pas... je suis pas quelqu'un, tu sais, mettons, c'est pas tant... je veux pas battre une fille, mais j'ai hâte justement, tu sais, de pouvoir me pousser moi-même, parce que c'est jamais comme quand je suis sur un départ, c'est pas de battre telle fille, mais plus comme sentir que j'ai poussé, puis que je me suis challengée, puis peu importe la position, tu sais, genre donner le meilleur de moi-même, puis tu sais, c'est ça. Voilà. Puis tu parlais de ton calendrier 2020 qui va être, j'en comprends un peu une copie en 2021. Moi, ce que je voulais voir un peu, c'est comment tu gères ça, parce que, à moins que je me trompe, tu n'as pas d'entraîneur, tu t'auto-entraînes, c'est ça? Oui. Donc, là, quand tu préparais 2020 ou là, quand tu prépares ton calendrier 2021, je suppose qu'avec toutes les belles performances que tu as eues, tu as aussi des invitations. Ça doit être trippant de voir des invitations venir un peu partout. Tu sais, quand tu gagnes le QMT, tu peux aller à La Réunion, tu peux aller au Swiss Canyon Trail. Swiss Canyon Trail, voilà. Donc, tu sais, il doit y avoir plein d'invitations qui viennent, puis c'est super trippant, mais toi, en même temps, je suppose qu'il faut que tu prévois ce calendrier-là, puis tu prévois la récupération. Puis je voulais un peu jaser avec toi comment tu bâtis ton calendrier 2021, sachant que tu t'entraînes toi-même, sachant que tu veux participer à des courses, tu veux relever des défis. Puis, ce que j'aime toujours avec mes invités, peu importe le niveau d'invité, que ce soit des gens élites ou des gens qui
qui participent à des courses pour terminer. Je veux que tout le monde qui écoute ait un peu un apprentissage. Tu sais, c'est le fun de parler avec des athlètes élites, puis c'est super inspirant pour n'importe qui, mais c'est le fun des fois de se rendre compte que tout le monde vit les mêmes réalités. Tu sais, en ce moment, tu prépares un calendrier de 2021, c'est toi qui t'entraînes, fait que tu sais comment gérer ta récupération, comment tu vas récupérer en 2 courses, comment tu sets tes objectifs. Fait que je trouve ça intéressant qu'on jase de comment tu vois ton année 2021, puis comment tu la prépares. Est-ce que tu es quelqu'un d'ultra méthodique ou tu es quelqu'un qui va un peu plus au feeling? Je suis plus au feeling. Je pense que je suis pas un tant bon modèle, mais quand même, je pense que je suis quelqu'un vraiment ce feeling. J'ai une certaine structure, mais très, très libre. Tu sais, je vais build up en fonction d'une course. Plus on se rapproche, tu sais, oui, je vais faire une préparation plus spécifique envers cette course-là. Puis oui, je vais faire un taper pour être prête au jour J. Mais non plus, je suis pas très, très, tu sais, j'ai pas tel entraînement à faire tel jour, tel entraînement à faire tel jour. Puis, j'inclus beaucoup aussi mon travail qui est quand même présent, tu sais. C'est à prendre en considération, tu sais. Je veux pas non plus... je veux que ça soit équilibré dans toutes les sphères de ma vie. Donc, c'est sûr que, tu sais, off-season, c'est un peu plus, justement, tu sais, c'est du build-up, c'est travailler mes faiblesses. Mais plus je vais me rapprocher de ma saison de course, plus là, je vais avoir des périodes pré-course, post-course de récupération. Puis, je veux avoir un calendrier intelligent. Premièrement, que je peux, parce qu'encore une fois, je travaille, donc il faut que je m'absente. Donc, tu sais, je peux pas non plus partir à chaque fin de semaine en Europe, là. Donc, il faut quand même que je choisisse mes courses. Puis, je veux aussi avoir le temps de récupérer puis de m'entraîner parce que, tu sais, si tu as une course, puis tout de suite après, tu es tout de suite en récupération, puis hop, tu te reprépares pour une autre course, tu n'as jamais le temps d'avoir de l'entraînement vraiment de qualité, puis ça me rejoint moins. Je veux quand même pouvoir, justement, avoir du fun à l'entraînement, puis pas, justement, tout le temps être en contexte de préparation ou en taper. Je pense qu'avec les années, je sais comment mon corps réagit. Donc, je suis quand même capable de prévoir, mais encore une fois, c'est très variable. J'ai quand même été demander de l'aide un petit peu de professionnels, juste comme un peu une aide externe, puis juste un peu voir est-ce que ça a de l'allure quand je planifiais ma saison 2020. Puis, présentement, ça va être pas mal la même chose. T'sais. Il y a une course qui va potentiellement être différente, mais sinon, mon calendrier 2020, c'est mon calendrier 2021. Donc, je vais reprendre la même structure que j'avais prévue, puis le même calendrier que j'avais prévu en 2021, si tout va bien. Mais sinon, si, encore une fois, la pandémie oblige, ben, je me suis quand même fait un plan B parce que je trouve que 2020, c'est ça, j'ai rien fait vraiment, de défi. J'en ai fait un, puis ça n'a pas super bien été parce qu'à cause de la température, mais c'est juste pour dire que je ne m'étais pas fait des gros objectifs super précis, mais là, je pense que là, je suis prête à justement revenir. Donc, je voulais quand même avoir une option A, B, tout dépendamment là, de ce qui se passe dans le monde. Ouais, c'est ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Je pense que c'est quand la réunion a été annulée, puis au Québec, ça se parlait que probablement l'UTHL allait être la seule course de l'année. Puis tu as fait un post, je pense, sur les médias sociaux qui était super intéressant. Puis je trouvais ça humble comme approche, puis je trouvais ça le fun. Tu sais, je pense que tu expliquais que avec la réunion qui était ta grosse course de l'année, ben là, c'était annulé. Tu t'étais questionné, est-ce que je me retourne puis je fais une course québécoise ou est-ce que je fais juste profiter du build-up d'entraînement pour juste maintenir ça? Puis je trouvais ça intéressant, cette approche-là. Ouais, on dirait que je pense qu'il faut que tu sois prête, ouais, physiquement, mais mentalement, c'était moins là. Fait que je pense que 2020, j'en ai vraiment profité pour l'entraînement. Puis justement, tu sais, je suis quand même assez jeune dans le sport, puis je pense que ça va juste être bénéfique, justement, d'avoir eu une année avec un plus gros volume, puis pas, justement, de taper, puis de préparation, que notre volume d'entraînement est un peu diminué. Donc, j'ai pu garder ça toute l'année. Donc, j'ai hâte de voir en 2021. Mais ouais, on dirait que mon cœur n'était pas là, tu sais. Tant qu'aller à une course pour faire une course, je trouvais pas l'intérêt. Fait que... je trouve ça humble, c'est bon comme approche, c'est simple, c'est bon pour toi, puis ça fait partie, tu disais 2020 aurait été une année, tu vas avoir fait plein d'autres apprentissages, mais je trouve que ça, c'est surprenant dans le bon sens, c'est une belle approche, c'est positif par rapport au sport. Est-ce que là, maintenant, un an plus tard, mettons qu'on recule d'un an, quand tu venais de finir ta grosse année 2019, où tu devais tomber en mode plus récupération ou build-up pour 2020, là, un an plus tard, est-ce qu'en ce moment, tu te sens plus en forme que tu l'étais en 2020, au même moment, en 2019, mettons? Est-ce qu'un an plus tard, tu te sens plus en santé, moins de petits bobos parce que tu n'as pas fait de course? Comment tu te sens par rapport à il y a un an?
j'ai hâte de voir rendu sur une ligne de départ parce que je trouve que j'ai comme pas du temps de repère de dire est-ce que je vais être plus performante, mais ça, c'est certain, aucun bobo cette année, aucun comme accroche. J'ai pu vraiment, m'entraîner à, vraiment full pin toute l'année. Fait que de ce côté-là, tout a bien été. J'ai pu intégrer des choses que je faisais pas avant. Donc, j'ai hâte de voir si ça va avoir un effet justement sur les performances, du genre plus côté mental. Maintenant, je fais du yoga que j'ai intégré, qui m'aide à vraiment comme, me centrer beaucoup. J'ai lu davantage. J'ai vraiment comme me se poser des questions à moi-même. J'ai fait plus d'introspection. Puis, c'est ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Tu vois bien que dans 4 mois, je cours. J'ai hâte de voir. C'est quoi ta première course de l'année dans 4 mois? Ça serait en Espagne. C'est Peñagolosa. Ah, OK. Sur l'Ultra Trail World Tour. Ouais. OK, ça commence fort. C'est la première course. Ouais. On te le souhaite. On ne sait pas trop. En ce moment, c'est pas tant si les courses vont avoir lieu. Je pense que les courses sont en train de prouver qu'ils peuvent avoir lieu dans des contextes sanitaires sécuritaires, mais est-ce que nous, on va pouvoir s'y rendre ou peu importe si on va pouvoir voyager? Oui. Là est la question, puis c'est ça. Un jour après l'autre, là, on va voir. Ben oui. Quand tu prépares ton calendrier, est-ce que tu y vas avec, il y a des gens qui vont avec des A-races puis des B-races, dans le sens, des courses vraiment objectifs, 2-3 gros moments dans l'année, puis les autres courses servent un peu de build-up ou des fois de baromètre. Tu disais tantôt que c'est dur de savoir ton état physique en ce moment versus l'année passée parce que peut-être que les courses te servent de baromètre. Tu sais, quand tu t'entraînes 2-3 mois, puis là, tu gagnes une course, puis tu performes super bien, puis tu as des bons feelings, tu te dis OK, ben ça veut dire que ça a payé. Là, sans avoir de baromètre comme ça, est-ce que tu vois ton année avec des A-race, B-race ou tu vois vraiment toutes les courses sur le même pied d'égalité le but, c'est de bien performer partout? Comparativement, mettons, 2019, que j'avais aucun objectif super précis parce que j'avais pas de repère. Tu sais, je savais pas qu'est-ce que j'avais jamais fait, mettons, un 100 km. J'avais jamais. À chaque fois, c'était quasiment comme des premières fois. Présentement, j'en ai quelques-unes que j'ai faites. Donc, je peux quand même savoir ce que je vaux puis mes ressentis par rapport à des distances. C'est pas nécessairement les mêmes courses que je vais faire, mais oui, j'ai des courses A puis des courses un peu plus B. Donc, c'est sûr que la CCC sera ma grosse course de l'année, que j'aimerais bien performer. On le sait, l'UTMB, c'est le gros moment de l'année. Je me sentais pas nécessairement encore prête de faire l'UTMB, considérant que c'est quand même, pour un premier 100 mètres, faire l'UTMB, je trouvais pas que c'était vraiment comme la bonne décision. Donc, j'ai préféré prendre plus mon temps puis aller faire la CCC. Donc, ça va être vraiment ma grosse course de l'année. Puis, c'est sûr que les autres, ça va être un peu plus comme un build-up jusqu'à là. Donc, un peu plus course B, mais quand même avec des petits objectifs, mais moins grands. Tu sais, je veux vraiment piquer en nous. Puis, je veux faire mon premier 100 mètres aussi à La Réunion. Donc, ouais. Tu disais l'UTMB pour faire un premier 100 mètres, c'est peut-être un baptême un peu intense, mais La Réunion, c'est quand même un bon défi. Est-ce que le fait de savoir dans quoi tu t'embarques, parce que tu as fait la trail du Bourbon qui emprunte les mêmes tu sais, c'est 110 km, 115 km, le trail du Bourbon? 113 en fait. Fait qu'est-ce que d'arriver en terrain un peu plus connu te sécurise à te lancer dans un premier 100 mètres? Parce que pour voir les temps élites, pour voir les temps moyens, La Réunion, c'est une coche de plus, je pense, en termes de difficulté, de par la technicité des sentiers versus l'UTMB. Oui, on parle d'un 4 heures quasiment de différence. Pour la même distance, même dénivelé. Là. Mais oui, c'est parce que j'ai fait, c'est quasiment comme, on va dire, pas le 3/4, là, mais une bonne partie du même parcours. Donc, c'est comme si j'étais plus à l'aise d'aller là, puis de juste, c'est ça, un baptême de 100 mètres. Ça fait bizarre, hein, comme à dire, je vais faire mon premier 100 mètres à Diagonale des Fous, mais c'était à la fin de l'année. Je vais avoir fait comme une année un peu plus build-up, puis tu sais, ça va être un peu plus, justement, l'expérience d'être là-bas, puis de faire la distance, puis par la suite, un peu voir, tu sais, à la fin de l'année, faire un topo, puis de voir comme, est-ce que je suis à l'aise dans cette distance-là présentement, puis ce serait mon but, mais tu sais, et que toute l'année, ça va être de build-up jusqu'à la CCC, puis après d'aller faire de retourner à La Réunion. Fait que, Ben, je peux te le dire que moi, j'ai fait un peu pas ce build-up-là, mais cette relation-là entre deux courses. Tu sais, j'ai fait l'UTHC 65, après ça le 125, puis le terrain connu me sécurisait beaucoup. Tu sais, c'était ma plus longue distance, puis clairement ma plus longue durée de course surtout.
Puis de savoir que le dernier 65, je le connais. J'ai fait le 65, j'ai fait le 28 cet été. J'étais allé m'entraîner dans le coin. Ce bout-là, je savais à quoi m'attendre. Fait que rendu là, c'était juste d'être capable de mettre un pied devant l'autre, puis ça va. Mais ça sécurise, savoir que ton premier 60, 65, c'est un stretch, c'est de la nouveauté. Puis quand tu arrives en terrain inconnu, on dirait qu'il y a quelque chose qui, je sais pas si c'est juste la fatigue, mais moi, en tout cas, je sais que dans ma tête, il y a comme un stress, un souci qui est parti de faire, ben là, je rentre dans mes pantoufles. Là. Est-ce que la réunion, c'est des pantoufles? Je sais pas, mais je suppose que quand tu vas tomber dans le moment où tu vas commencer le trail du Bourbon, ça va faire 60 km que tu es sur le parcours. Ben, peut-être que tu vas arriver en terrain inconnu, puis ça va sécuriser là-dedans aussi. Oui, exactement. On va voir. Mais à présent, c'est ça le plan. Oui, exactement. Quand même très ambitieux comme plan, c'est cool. Oui. Ça va être le fun de te suivre à travers tout ça. Oui, oui. Puis c'est pas mal ça. Oui, j'ai hâte. Tu retournes au QMT cette année aussi? Oui. Mon calendrier, ça va être, si tout va bien, plan A, ça serait Peña-Golosal. C'est un 100. Si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais si je ne me trompe pas, c'est un 110. OK. En mai. Non, en avril. Fin avril. Par la suite, c'est un peu... je ne le sais pas trop. J'ai eu une invitation, mais je suis un peu... ça va dépendre si je peux prendre encore une fois vacances. Mais en mai, j'ai une invitation pour aller faire Volvic en France. OK. Fin mai. Mais sinon, j'aimerais ça faire la clé du coureur parce que c'est un beau parcours. Puis je trouvais que c'était... Ouais, je trouvais que c'est une belle course. Essayer de ne pas terminer en 100 cette année. Oui. Bon, c'est la gestion du risque. Après, oui, QMT. Puis par la suite, un défi personnel fin juillet, comme un peu une fin de semaine choc pour la CCC qui va être fin août, puis après la Diagonale des Fous. Fait que, tu sais, je trouve que ça fait un beau calendrier, bien échelonné, puis avec des bonnes périodes de récupération entre chaque, puis juste une espèce de progression jusqu'à les objectifs de la saison. Puis, c'est pas ça. C'est cool. Puis l'entraînement à travers tout ça, est-ce que tu te prépares en bloc d'entraînement? Tantôt, tu parlais de spécifique. Là, tu sais un peu des courses, tu sais, c'est des endroits où, à part la Réunion, c'est des nouvelles courses que tu vas faire. C'est des terrains moins connus, mais est-ce que tu t'informes sur la course? Est-ce que tu vas lire? Ça va être quel type de technicité, quel type de parcours? Puis si oui, comment tu te prépares à ça? Tu sais, comment on se prépare pour le chemin des Anglais? Quand on sait que c'est un parcours hyper technique, mais tu arrives les jambes cassées à la fin d'une course sur la Réunion, puis tu as ça qui arrive. Comment on se prépare pour ce spécifique-là? Ben ici, sur Québec, assurément que je vais aller faire j'aime bien ça, aller faire, mettons, des week-ends un peu partout, quand on peut. Donc, si c'est au Québec, j'essaie d'aller voir un petit peu ou sinon, je m'informe. Mais si c'est ailleurs dans le monde, assurément, je vais avoir fait mes recherches pas mal. Là. Je vais aller regarder des vidéos YouTube. Il y a tout le temps, du monde qui vont avoir filmé ça en GoPro, le first. Fait que t'as quand même un aperçu. Mais sinon, tu lis des descriptions, tu regardes des vidéos, tu regardes les parcours, les profils de parcours, tu regardes les informations que l'organisateur met. Souvent, ils décrivent un peu le parcours, comment que ça va être. Regarder des photos. Fait que par la suite, quand même, tu as un aperçu sans y être allé. Tu as un aperçu de qu'est-ce qui t'attend. Puis, par la suite, tu peux un peu plus, justement, bâtir un entraînement en fonction de tout ça. Parce que, par exemple, ma première course, Peña-Golosal, j'ai aucune référence. Mais je suis allée voir, justement, les parcours. Le parcours, justement, le profil qui est beaucoup plus ascendant que descendant. Je pense qu'il y a 1100 mètres de plus de dénivelé positif que négatif. C'est quand même rare. Fait que je sais qu'il va falloir que je travaille beaucoup mon dénivelé positif. Fait que c'est pas mal ça que déjà, tu sais, que j'ai commencé à faire parce que je sais premièrement que c'est un point plus à travailler pour moi. Donc, déjà, j'en ai inclus davantage, mais tu sais, plus que je vais me rapprocher, plus que ça va être spécifique. Puis, par la suite, tu sais, je regarde selon les distances, selon la technicité du terrain. Par exemple, si c'est un peu plus comme la Réunion, tu sais, je sais qu'il y avait des parcelles, c'est ultra technique. Donc, tu sais, en fonction de la Réunion, j'ai essayé de chercher les trails les plus techniques. Je faisais exprès pour justement aller courir dans plus des terrains un peu plus rocailleux, un peu plus, tu sais, mettons, super humide parce que je savais que j'allais passer par différents types de terrains. Fait que c'est pas mal ça. Souvent, je fais beaucoup de recherches puis je le sais d'avance. Je suis quand même quelqu'un qui se renseigne beaucoup puis que déjà, je me prépare un petit plan puis j'essaye de bien, justement, regarder un peu plus, tu sais, tout déjà préparé selon comment un peu je vais gérer ma course, grosso modo, puis ma nutrition, ouais. Fait que ça, d'avance, souvent, je le fais avant, mais en entraînement pour me préparer, assurément que plus je me rapproche d'une course, plus je vais être spécifique, puis comment ça?
Quand tu parles de préparation de course, c'est quoi que tu te fais comme plan? Toi, tu pars avec, je suppose que tu as le profil, tu sais où ça va être plus tough, où ça va être plus ascendant, où ça va être plus descendant. Comment tu te prépares à ça? Puis c'est quoi le ratio de moments où tu as eu le plan, puis après ça, tu as fait autre chose, ou le moment que tu as réussi à suivre le plan? Tu sais, les courses que tu as faites en 2019, est-ce que tu réussis à t'en tenir à ton plan? Ou quand ça arrive, puis que le plan, il prend le bord, comment tu vis dans cet inconnu-là? C'est pas super précis non plus. Quand même, tu sais, je me dis pas des références de temps. Tu sais, mettons, je me mets à peu près. Parce que, ouais, mettons, si je recommence, pour être plus précis. Souvent, ce que je fais, c'est que je regarde les temps, mettons, des années passées, comme des temps un peu référence. Donc, je regarde, mettons, les premières filles, qu'est-ce qu'ils ont fait comme temps. Puis, ben là, je regarde à peu près, tu sais, sur la distance, puis je mets des temps de passage. Fait que ça, des fois, souvent, je me l'écris sur mon dossard. Fait que quand même, c'est des références un peu plus comme, c'est très grosso modo, mais au moins, je le sais comme, est-ce que je suis quand même dans les temps? Est-ce que ça a quand même du sens? Puis par la suite, tu sais, souvent, je me suis préparé déjà, tu sais, ma nutrition d'avance, mais tu sais, encore une fois, souvent, c'est vraiment variable. Ça va être différent aussi si c'est ailleurs qu'ici, parce que, tu sais, souvent ailleurs, j'ai pas de pit crew, j'ai rien, donc, tu sais, il faut quand même que je prévois. Mais si c'est ici, tu sais, j'ai pas mal accès, tu sais, si j'ai une équipe qui m'accompagne, je peux quand même avoir plus de variables puis ils ont plus de stock. Mais c'est sûr que c'est un ultra, je pense que tu peux te préparer, mais il y a tellement d'imprévisibles qu'il faut juste que tu t'ajustes en cours de route, là. Donc, tu sais, c'est un plan. Mais habituellement, tu sais, j'ai pas beaucoup fait de courses encore, mais habituellement, les plans que je me suis mis, ça a bien été. Tu sais, souvent, je pars plus conservateur, puis je sais qu'après 50-60 km, c'est là que je commence à être vraiment dans ma zone, puis je commence à être vraiment bien. Fait que souvent, j'ai un départ plus conservateur, puis après, mettons, la moitié, ben je commence à vraiment plus build-up, puis comme justement prendre mon rythme, puis ouais. OK. Puis côté plan nutritionnel, est-ce qu'il y a encore là, tu as un plan chaque heure, tu sais qu'il faut que tu consommes ça? Comment tu prépares? Par exemple, là, Peña Colada, c'est dans 3 mois, 4 mois? 4 mois, oui. Comment tu vas te préparer, là, sachant que tu t'en vas là-bas, tu n'as potentiellement pas de crew parce que c'est à l'international. Si ça a lieu comme prévu, comment tu vas te préparer si on prend cet exemple-là, cette course-là? Oui. Ben la nutrition, souvent, je regarde, je consomme à l'heure. Par exemple, je veux tant de calories à l'heure. Donc, j'essaye de regarder, premièrement, les ravitaux qu'il y a là-bas, c'est à peu près au combien de kilomètres, parce que j'essaye de ne pas trop emmener non plus de stock sur moi. Donc, j'essaye d'utiliser au maximum les ravitaux. Si la nourriture, habituellement, il y a pas mal de tout, mais je regarde qu'est-ce qu'il y a, puis j'essaye de les utiliser au maximum. Mais j'essaye de minimalement... J'ai travaillé beaucoup parce que je pense que la nutrition, c'est quand même propre à chacun, mais je suis comme quelqu'un qui a de la misère quand même à consommer. J'avais de la misère à manger en courant, mais là, plus les distances augmentent, plus c'est essentiel. Donc, j'essaye minimalement de consommer 200 calories à l'heure, minimalement. Fait que ça, c'est le minimum qu'il faut que j'aille. Fait que c'est genre l'équivalent de, mettons, 2 gels ou souvent, j'essaye de mixer un peu plus d'aliments solides avec un aliment un peu moins, justement, un peu plus chimique, si tu peux dire. Fait que genre patates douces, bananes, c'est pas mal qu'est-ce qui se passe le mieux. Puis par la suite, après des gels. Puis j'essaie de compléter aussi moitié eau puis moitié boisson d'électrolytes. Donc, c'est pas mal le plan. Côté hydratation, je calcule pas tant, mais côté comme calorie in, j'essaye de quand même garder un minimum pour être constante là, niveau énergie. Pour être fonctionnel, parce que c'est le nerf de la guerre. Souvent, les gros blow-up, les gens racontent que c'est parce qu'à un moment donné, la bouffe ne rentrait plus, mais il faut que tu trouves d'autres moyens. Des fois, les gens, c'est le coke, c'est des calories, puis de la caféine, puis une bonne dose de sucre en liquide, mais il faut trouver des manières parce que tu peux pas arrêter de manger en pleine course, mais à un moment donné, des fois, l'estomac décide que ça ne rentre plus. Puis je pense que c'est de l'entraînement aussi. Là, quand tu pars faire des longues sorties, est-ce que tu répliques ton plan nutritionnel de course dans tes longues sorties? Pas tout le temps, par exemple. Pas à toutes mes longues sorties, c'est pas ça que je fais, mais j'essaie quand même de... Quand je fais plus des très longues journées, là, je le teste. Je fais des tests, puis j'essaie des nouvelles affaires, mais la plupart du temps, présentement, c'est pas mal les mêmes aliments que j'arrive à bien digérer, puis je me sens bien, puis que ça passe bien, justement, que j'ai eu une fois un inconfort vraiment au niveau nutritionnel, mais sinon, habituellement, ça passe bien avec ce que je consomme. Fait que pour l'instant, je stick to that, puis ça va bien. Je pense que j'ai trouvé ma formule.
il y en a qui la trouvent pas, là. Il y a quelques athlètes qu'on voit que pour de vrai, souvent, c'est ça qui est bloqué, là. Des gros noms en plus, là. Ah oui. C'est des James Wamsley, là. En tout cas, dans ma tête, c'est son problème numéro 1, là. Ou à part qu'il passe super vite, mais c'est juste pour dire que c'est pas rare qu'il est malade, ou même une Courtney, c'est pas rare qu'il est malade, là. Fait que je pense que ça, c'est des affaires, c'est des athlètes super puissants, mais ils ont de la misère à consommer. Fait qu'imagine, des fois, je suis comme, wow. Ouais. On a tous les mêmes problèmes, puis je pense que c'est très changeant. Tu peux te préparer du mieux que tu peux. Moi, à un moment donné, j'avais décidé dans une saison morte cette année, je vais apprendre à manger en courant. Je faisais des Spartans, puis je mangeais quasiment rien, je finissais à la gueule à terre. Fait que pendant un hiver, je partais avec une banane, puis j'en mangeais pendant que je courais au lieu de manger avant. Puis tu fais des trucs, puis tu peux te préparer du mieux que tu peux, mais à un moment donné, il y a le théorique, là, puis il y a le pratique. Le race day, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. Puis c'est ça qui est un peu fou, puis qui est peut-être une part d'inconnu, puis le fun à travers tout ça, mais c'est imprévisible. Une journée, le samedi, ça va te faire ça, puis le dimanche, ça te le fera pas. Puis je comprends pas pourquoi, mais on part là-dedans. Ouais. Puis tu sais, c'est selon aussi la distance ou la vitesse. Tu sais, quand plus tu cours vite, là, je pense qu'il faut que tu adaptes ta nutrition, mais quand on est dans un ultra puis le rythme est plus lent, on arrive quand même à digérer un peu plus des aliments, si je me trompe pas. Tu sais, en tout cas, de ce que je vois, tu regardes, mettons, des marathoniens qui courent en des temps hallucinants, tu sais, ils consomment pas d'aliments solides. C'est tout sur le Martine qui fonctionne beaucoup, là. Fait que grosse charge glucidique, mais tout en liquide parce que justement, ça s'absorbe un peu plus. Mais plus c'est long, puis plus c'est lent. Je pense que plus on le voit dans des gros ultras, ils consomment un peu n'importe quoi parce que justement, c'est tellement long, puis c'est un rythme un peu plus lent qui peuvent se permettre quand même de consommer des aliments un peu plus solides, puis un peu plus justement random, si je peux dire. Ouais. Quitte à ralentir le pace aussi, puis il y a ça qui est le fun de l'ultra aussi, c'est que c'est très up and down dans les paces. C'est Stephanie Simpson qui comptait pour gagner le championnat canadien de backyard. Je dirais, à la fin, elle était rendue sur les burgers puis sur les gaufres, mais je pense que quand il faut que tu fasses 6,7 km en 1 heure, quand tu es une coureuse de ce talent-là, ben tu as moyen de dire, regarde, premier kilomètre, je vais le marcher le temps que ça digère puis que ça passe, puis après ça, je peux continuer. Mais en train, il y a ça qui est le fun aussi. Je sais pas toi si tu t'adaptes aussi selon les montées et les descentes, mais c'est sûr qu'en power hike, quand c'est bien à pic, ça digère pas mal mieux que quand tu es en descente technique, tu roules à 4 kek, 5 kek du kilo dans le piton, plus tough manger. Ouais, c'est assuré que je mange pas mal tout le temps en montant parce que justement, on marche mon power hike ou c'est léger jog, mais assurément, parce que descente, ça descend en même temps. Ouais, c'est ça, exact. Tout descend. Voilà. On veut pas ça, hein? Tu parlais de Jim Wamsley, puis il y a quelque chose, il y a une analogie que j'ai parce que je me préparais pour notre entrevue en ce moment. Puis hier, je courais avec le podcast de Dylan Bowman, qui est super intéressant, qui s'appelle The Well. Qui a rencontré Jim Wamsley, puis moi, j'étais dans un mot, souvent, moi, je prépare mes entrevues. J'arrive pas trop de questions, pas trop préparé parce que je veux que ce soit naturel, mais je cours, je règle bien les affaires en courant. Moi, je règle des problèmes de job, j'écris des patentes, tout se fait en courant. Mais bref, je pensais à l'entrevue, puis là, j'ai écouté en parallèle le podcast, puis j'ai tracé des similitudes entre Jim et toi. Puis laisse-moi finir parce que je te lance ça, tu me diras si je suis des patates complètement ou pas. Mais il y a quelque chose que je voulais jaser avec toi, qui ton intensité. On te suit sur les médias sociaux, tu es quelqu'un qui a de l'air extrêmement posé, réfléchi. J'ai l'impression que dans tes gros entraînements, tu prends le temps de profiter. Puis si tu arrives devant un beau paysage, tu vas prendre le temps. Puis ça clash complètement avec la Anne que je sens en compétition où c'est comme, il y a une intensité puis le feu dans les yeux. Puis cette intensité-là, j'ai l'impression, je le disais tantôt, tu as gagné chaque course que tu as fini, mais il y en a que tu n'as pas fini. Puis j'ai l'impression que cette intensité-là, Jim Wamsley, pareil, quand il gagne une course, il ne fait pas juste la gagner 2 minutes d'avance. Il la gagne avec 1h30 d'avance en battant le record du parcours puis en battant un record Guinness probablement sur le side. J'ai l'impression que ton intensité, c'est là que je la trace. Jim, on le sait, il finit toujours ses courses en vomissant et tout. Je veux pas qu'on aille dans ces analogies-là, mais l'intensité que vous avez les deux, puis j'ai vraiment tracé ce parallèle-là en me disant, j'ai l'impression que c'est ça, une Champagne aussi. C'est quand tu pars une course, tu es comme déterminé, puis tu vas tout faire pour gagner, puis des fois, ça va te jouer un mauvais tour. Je pense qu'à Bear Mountain ou le North Face l'année passée, tu as pris un mauvais chemin, puis il a fallu que tu arrêtes la course. Ou tantôt, tu parlais de l'UTHC où tu t'es blessé, le Trottoir Guadeloupe. Je ne veux pas focusser sur le négatif, mais j'ai l'impression que quand tu pars dans le piton, ben, il vient avec ça une part de risque. Puis Jim Wamsley le disait, il l'explique exactement comme ça. Il dit, moi, je vais all-in. Je sais qu'il y a un risque, puis j'aime mieux finir 2 courses sur 3
mais gagner ces 2 courses-là ou être fier, des fois, c'est même plus tant de gagner, c'est juste d'avoir tout donné, puis jamais rien laissé, puis il n'y a rien, je pense, que de pire que de sentiment que le lendemain de te dire, je pense que j'aurais pu faire mieux. Des fois, moi, j'ai une couple de courses parce que j'ai ce chien-là qui me manque des fois, puis c'est pas pour une première place, mais juste pour être fier de se dire, j'ai tout donné, puis j'ai tout laissé dans la trail. Des fois, tu te dis le lendemain, il me semble que je ferais pour être plus raqué, puis avoir fini 1 heure plus tôt parce que je serais fier de ce que j'aurais accompli. J'ai l'impression qu'Anne, il n'y a pas ce sentiment-là. Quand tu gagnes une course, puis tu as tout donné. Puis est-ce que je me trompe dans cette intensité-là? Non, tu as vraiment, vraiment, vraiment raison. Là. C'est extrêmement... c'est vraiment ça. Mais il y a comme une petite affaire, par exemple, que, perso, je suis déçue, mettons, dans les courses que j'ai faites, mais le reste, totalement, c'était ça. C'était une prise de risque qui m'a amené à un DNF, c'est sûr que quand je pars mettons, comme tu disais en entraînement, là, pour vrai, je profite, puis je prends des photos partout, puis je pense que je me retrouve énormément, puis je souris tout le temps. Mais quand je suis sur une ligne de départ, on dirait que mes yeux virent, là, je suis là pour donner mon 200% de A à Z, puis même si, justement, je suis tout seul en avant, puis il me reste 1 kilomètre, comme je vais sprinter jusqu'à la fin, là, genre, je laisserai même pas une goutte derrière, là. Je suis vraiment comme ça, puis c'est vraiment pas... On dirait que je suis dans mon monde, puis je pense à rien, puis je fais juste comme faire ma course, c'est vraiment spécial, là, comme sensation, mais je suis comme ça. Mais en même temps, ça peut me jouer des tours, et ça, c'est sûr, parce que, par exemple, UTHC, j'ai pris vraiment beaucoup trop de risques, là, vraiment beaucoup pour aller chercher des minutes, puis ça m'a causé une chute assez terrible, puis mon genou était effroyable, là. C'était vraiment quelque chose de rare, là. C'était quel endroit sur le parcours que c'est arrivé? C'était combien de au Morios. OK. Après les Morios? Ouais. C'était genre pendant le Morios, puis à la descente, puis pour vrai, là, kilomètre 30, fini, genre? là, fini. Ouais. Fait que, tu sais, là, tu te dis des questions, tu te poses des questions, tu dis 30 km sur 125, là. Il t'en reste une trotte, là. Puis là, je pensais au Bourbon. Fait que là, j'ai fait, c'est la bonne décision de DNF. J'ai pleuré pendant toute la journée, là. Tu sais, ça, c'est moi, là. Mais, tu sais, j'étais vraiment déçue, mais, tu sais, il fallait que je vive avec les conséquences de ma prise de risque un peu trop grande. Par contre, si je fais une comparaison avec la Guadeloupe en début d'année, c'était clairement pas mon corps, là, c'était ma tête. Ça, je suis déçue. Parce que là, je me suis dit, t'as été faible, là, tu sais, de juste parce que ta tête décidait que tu n'avais plus le goût de courir, juste comme d'arrêter là. Ça, je me suis trouvée un peu plus plate d'avoir fait ça par la suite, mais en même temps, ça m'a amené son lot d'apprentissage, tu sais. Je me suis dit que oui, je donne tout. Si c'est parce que c'est un bris mécanique, mettons, que parce que j'ai pris trop de risques, OK, fine, genre, je suis prête à l'accepter, mais parce que ta tête ne veut plus avancer, ça, genre, non, là, tu sais, vraiment pas. Non, tu t'es préparé tellement pour cette course-là que tu vas remettre un pied devant l'autre, puis je le sais que j'aurais bien fait, tu sais, à la fin du compte, mais c'est juste, c'est ça, notre tête, des fois, elle nous joue des tours, puis tu sais, je suis sûre, j'aurais juste continué à marcher, puis ça aurait comme passé, parce que un ultra, pour n'importe qui, là, ça va avoir eu son lot de up and down, assurément. Puis, il faut juste pas trop se laisser affecter par les hauts, mais les bas aussi, tu sais. Quand on est dans un euphorie que ça va bien, pas trop se laisser emporter, mais quand on est dans un down que tout est de la merde, ben laisse-toi pas trop emporter par ça, tu sais. Essaye de surfer la vague, puis juste de continuer à avancer. Si tout va bien, que tu es en santé, comme t'as pas d'excuses, tu sais, continue, puis essaye d'aller le plus loin possible, tu sais. T'es préparé pendant longtemps, là, puis tu sais, tes jours J, là, fais juste comme courir, marcher, ou arrête un peu, mais tu sais, continue ta course, puis essaye d'aller le plus loin possible, puis c'est pas mal ça. Fait que c'est un peu des deux, mais ça, en effet, je pense que je pourrais pas changer cet aspect-là de dire, quand je suis sur une ligne de départ, genre, je donne tout, puis je suis quand même prête à assumer les risques de passer tout droit parce que j'ai pas pris le bon sentier ou de me blesser. Fait que, ouais. Mais ça, c'est vrai. C'est positif, je pense, en fait. Ça donne la compétitrice que tu es, puis tu arrives sur une ligne de départ. Je pensais à cette analogie-là, puis je me rappelle qu'à l'Ultra Trail Academy, qui était une toute petite course, puis tu sais, en termes d'élite, c'était pas là que je pense que tu as eu le plus de compétition. Il y avait Jeff puis toi, je pense, puis le reste des gens comme nous autres qui allaient découvrir cette course-là. Puis je t'ai vu sa ligne de départ, puis j'ai fait, OK, elle est comme en mission, tu sais, puis mais je trouvais ça cool. Il y a cette intensité-là, puis c'est quelque chose que moi, j'apprends à me développer dans ce sport-là avec d'autres types d'objectifs, pas des objectifs de podium, peu importe, mais j'ai besoin de
ce chien-là. Puis je m'entraîne avec un gars qui s'appelle Dominique, que je vais recevoir bientôt au balado. Puis Dom a ça. Tu sais, Dom, il n'y a aucune ligne de départ où il ne se voit pas gagner la course. C'est jamais arrivé. Il est toujours fini top 5, mettons, mais il y a ce chien-là. Puis moi, j'apprends, lui, à l'opposé, il apprend de moi parce que des fois, Dom, il a une blessure, puis il va la traîner longtemps parce qu'il va courir dessus. Fait qu'on se balance là-dedans, mais il faut apprendre. Puis, non, puis même, je trouve ça intéressant ce que tu expliquais, que dans une course, on a parlé avec plein d'invités. J'en ai parlé avec plein d'invités que la tête nous joue des tours, puis des fois, les downs, il faut apprendre à en sortir. Mais je trouve ça intéressant que c'est à l'opposé aussi. C'est que dans des ups, dans des moments d'euphorie, il ne faut pas non plus comme trop en donner, parce qu'on sait que c'est tout ce qui monte redescend et vice-versa. Puis dans une course, on a beaucoup de up, beaucoup de down. Il ne faut pas s'y mettre à risque parce que là, ça va bien, fait que je vais descendre ça en bas de 4 du kilo puis pousser en fou. Mais je trouve ça intéressant comme apprentissage. Je pense que c'est bon pour n'importe qui. Là. Ouais, puis tu sais, on apprend tellement. On dirait que c'est comme des mini-vies, les ultras. Tu apprends vraiment à te découvrir à chaque fois. Puis ça, c'est ça qui est beau. Tu deviens comme un meilleur athlète, mais une meilleure personne. Je pense que c'est ça qui apporte beaucoup. Puis, tu sais, on est tous différents dans notre approche, dans nos objectifs, dans nos approches, comment qu'on voit, mais, tu sais, au fil des années, on apprend un peu plus à, justement, savoir ce qu'on aime, comment qu'on... Ouais, c'est ça. Ouais, puis, tu sais, passer autant de temps dans le bois, seul, dans notre tête, ça peut pas être la meilleure thérapie que ça. Je veux dire, t'es tout seul dans le bois avec le bruit des oiseaux, le bruit du vent, puis ta tête. Fait que t'as de quoi régler. Je le disais tantôt en blague que je règle des patentes, mais souvent, moi, des fois, c'est une course qui me tente pas où il fait trop froid, fait que mon sel gèle, fait que je peux pas écouter de balado, de musique. Je me dis, bon, je vais partir avec un problème, que ce soit un défi de job ou quelque chose, d'ici 1 heure, je vais l'avoir réglé, tu sais, mais on pense beaucoup, puis il y a plein d'apprentissages, puis c'est ça, je pense que c'est Anne Trayson qui disait un ultra, c'est une vie. Tu passes par plein de up, plein de down, puis ça montre aussi quel genre de personne, quel genre de caractère tu as quand tu ressors de ces downs-là. Puis même ce que tu disais par rapport à ton Ultra Trace de Guadeloupe, c'est quoi que j'ai entendu souvent par des gens, je pense beaucoup de coureurs, de coureuses ont eu ce premier DNF-là mental, tu sais. Pat Godin m'en parlait, puis je me rappelle plus quel autre invité m'en parlait aussi. On a tous ce moment-là où la tête va plus, fait que t'es convaincu qu'il faut que tu arrêtes, puis à un moment donné, le lendemain, t'es comme une espèce de mauvais hangover de fuck, j'aurais pu continuer, puis c'était juste ma tête, puis comme tu dis, je l'entends souvent, plus jamais, tu sais. Je vais arrêter si j'ai une blessure, je vais arrêter si c'est une vraie raison, mais si c'est juste la tête, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire? Je suis dans le bois, puis go, là. Ouais, exact. On apprend là-dedans, tu sais. Ben oui, tellement. Ah ouais. Fait que t'es pas offusqué de mon parallèle Anne Champagne, Jim Wamsley? Si je me fais comparer à Jim Wamsley, écoute. Voilà. Je te souhaite tous ses succès et pas ses insuccès, mais je pense que ça fait partie du personnage qui est Jim Wamsley d'aller all-in puis pas se contenter de peu. Tu sais, puis c'est bon pour n'importe qui. Là. Moi, genre, full respect pour peu importe ton approche, mais c'est tellement d'audace la façon qu'il voit ça. Puis tu sais, c'est vrai, là. Tu sais, Western State, il y a un Western State qui est parti comme une balle, mais tu sais, finalement, il a fini comme vraiment pas en bon état, tu sais, à la fin, il marchait, mais juste pour dire qu'il a quand même pris le départ en disant comme c'est tout ou rien, tu sais, c'était vraiment ça. Puis c'était comme une belle approche, mais je pense qu'il aussi s'est fait donner des commentaires un peu plus négatifs par rapport à ça. Mais moi, genre, peu importe la façon que tu l'approches, tu sais, je pense que ça fait l'athlète que t'es, la personne que t'es, puis c'est bien correct comme ça, tu sais. Non, exact, puis ça inspire les gens, je pense, puis c'est ce qui est le fun d'avoir tous ces types de profils-là. Tu as d'autres athlètes, c'est complètement le contraire, qui sont plus en mode, moi, je vais être secure, puis à la fin, si je vais bien, je vais pousser, puis tu sais, Xavier Thévenard, ça leur a donné, Xavier Thévenard, il a gagné 3 fois l'UTMB, puis sa philosophie est complètement opposée de dire, moi, je suis patient, tu sais, puis Jim Wamsley à l'UTMB 2017, il était en feu, puis ça allait, puis à un moment donné, il s'est mis à ralentir. Puis à un moment donné, il y avait 2 heures d'avance sur Xavier Thévenard, puis qu'il ne l'a pas dépassé à la fin, ben tranquillement trottant avec ses bâtons dans une montée. Xavier Thévenard, ben chill, qui fait comme faire « Salut Jim ». Tu sais, c'est 2 approches différentes, puis chaque personne approche son sport de sa façon, puis mais tout ça, le mix de tout ça est inspirant, puis après ça, chacun tire ses leçons de ces gens-là. Là. Ouais, exact. Totalement. On parlait d'inspiration. Tu sais, je pense que tu inspires beaucoup de gens. Tu sais, quand la première fois que
que les gens ont comme découvert que j'allais te recevoir au balado, le monde m'écrivait, ou quand à un moment donné, au début du projet, j'avais lancé en story, écrivez-moi qui voulait que je reçoive, je pense que j'ai reçu ton nom, comme une réponse sur deux était toi. Je pense que les gens aiment te suivre, les gens te trouvent inspirante, parce que j'en parlais tantôt, cette dualité-là, de cette intensité-là au Race Day, mais cette philosophie, cette approche très, en tout cas, je le sens laid back en entraînement, de dire, regarde, j'ai pas d'objectif, aujourd'hui, je vais aller passer du bon temps dans le bois, puis je pense que le monde le font pour ça. Fait que je pense que tu es une inspiration pour beaucoup de coureurs, de coureuses. Toi, de ton côté, c'est qui tes inspirations? C'est qui les gens qui t'inspirent, autant dans le monde du trail ou d'autres types d'athlètes? Ou qui te donne un petit coup de pied quand tu lis quelque chose d'eux autres, quand tu regardes une vidéo d'eux autres? Ben, pour toujours, je pense que ça va être Courtney Dauwalter, là. Vraiment, je sais pas pourquoi. Depuis que je l'ai vue, tu sais, très low profile, elle se prend pas la tête, elle court, puis elle a toujours le gros sourire. Super performance, mais tu sais, elle part super low profile. Elle est même gênée sur les bords, puis on le sent qu'elle fait ça pour les bonnes raisons, puis c'est beau à la voir aller, c'est juste beau la voir courir, puis je trouve que c'est une belle philosophie, tu sais, par rapport au trail, je trouve que c'est une belle image, puis que même si t'es performant dans quelque chose, peu importe, t'as pas besoin, de te show off avec ça. Tu peux juste rester super humble, super ouverte. Je pense que c'est un beau modèle, justement, féminin. Puis, elle fait vraiment sa marque dans le sport, mais elle fait aussi, comment dire en français, comme un peu, elle fait monter, tu sais, vraiment, elle popularise bien. Elle démontre que les femmes sont capables aussi dans le milieu du trail, puis surtout en ultra, d'être dans la game, puis c'est une belle inspiration, puis quelqu'un que, justement, tu sais, on dirait qu'elle n'a pas de défaut, là, tu sais, c'est vrai. Un des meilleurs documentaires sur elle, au-delà de tous ses succès, parce que, je veux dire, je pense que c'est la personne entre elles qui est le plus polyvalent. Tu sais, Kilian n'est même pas ce niveau de polyvalence-là, de performer dans du 24 heures sur track, dans des pas des Barclays, mais des backyard ultra, dans des 100 miles, 200 miles, 50K, peu importe, elle est là, dans des ultras comme l'UTMB puis Western State, je veux dire, rares sont ceux qui gagnent ces deux courses-là parce que c'est comme l'opposé. Une course super roulante, super rapide, super chaude. L'autre, super montagneuse, super froide, en tout cas alpine, disons. Mais elle gagne partout. Puis le meilleur documentaire, c'est celui sur son Western State 2019 que Salomon produit où justement, ça n'a pas bien été. Elle avait gagné l'année d'avant. Puis là, avec toute humilité, gros sourire d'en face, elle dit à ses parents qui sont là c'est la première fois que ses parents faisaient son crew. Puis, gros sourire d'en face, elle dit, gars, il faut que j'abandonne, je suis blessé. Puis, tu fais comme faire, ben c'est ça, tu sais, un DNF, c'est jamais un échec. Tu sais, je pense qu'on apprend plus dans le négatif que dans le positif. On apprend plus de ces expériences-là. Puis, elle l'humanise complètement. Puis, je trouvais que c'était audacieux de faire un docu là-dessus. Tu sais. Probablement qu'eux, ils étaient là pour on va faire un docu, elle va gagner 2 Western States en ligne, ça va être malade, on va prendre des espadrilles en fou. Puis, finalement, c'est pas ce qui arrive du tout. Ça fait un documentaire super humain qui humanise probablement la meilleure coureuse et si c'est pas la meilleure athlète de trail présentement au monde. Oui, exactement. Parce que, tu sais, c'est ça. Ça fait pas d'elle une extraterrestre, ça reste que justement, c'est possible aussi qu'elle finisse pas une course justement comme ce qui s'est passé. Là. C'est beau de voir justement que, même pour elle, pour la personne, pour l'athlète, assurément que c'est bénéfique, tu sais. Parce que quand tu es tout le temps en top, justement, comme tu disais, Sabrina, ou ça te prend ça pour te remettre à terre parce que c'est facile de te sentir un peu plus à maner volé, même si c'est pas ton intention de juste dire comme maner. Mais ça te remet les deux pieds sur terre puis te dire OK, c'est beau. Il faut quand même que tu work, il faut quand même que tu traces ta voie là-dedans puis qu'il n'y a rien d'acquis là. Pas parce que tu prends une ligne de départ, que tu vas la gagner, que tu vas faire un record de parcours. Est-ce que tu l'as vécu, ce petit reality check-là, par exemple, à l'UTHC, après avoir gagné toutes tes courses 2019, tu as un gros build-up, puis Arikana, c'est quand même une référence au Québec, puis tu arrives là, bien sûr, la pression, tes favorites, puis est-ce que tu as senti ce que tu viens de décrire, ce reality check-là? Ah, totalement. J'ai vraiment été déçue, là. Très, très, là, genre, ça m'a pris du temps avant de m'en remettre. Une chance que j'avais le Bourbon après, sinon, je pense que ça aurait été plus difficile encore. On dirait que ça a juste bien fité, mais oui, je me sentais un peu l'invincible. Puis j'allais à l'UTHC, puis j'étais comme, OK, genre, je la gagne, tu sais. That's it. Ça, c'était vraiment un peu comme dans mon intention. Mais là, wow, OK, c'est beau, tu sais. Ouais. C'est comme, OK. Puis finalement, il a fallu que
je retourne dans ma tête. Tu sais, j'ai reçu des beaux messages. J'ai reçu, tu sais, justement, c'est Olivier Gagnon, il m'a envoyé un message. Puis c'est comme ça m'a vraiment comme rentré dans la tête solide. Puis je pense qu'en arrivant à l'île de la Réunion, après, j'ai juste un peu comme transféré ma frustration de ma défaite, de mon DNF à l'UTHC vers l'événement. Mais oui, totalement. Ça, c'est une espèce assuré. de rédemption un peu après, un mois plus tard. Ouais. Ça t'a comme propulsé, parce que je veux dire, la Trail de Bourbon, je n'ai pas les données exactes, mais je veux dire, t'as gagné, mais t'as gagné en fracassant le record du parcours. Puis, tu sais, c'est une course, c'est pas un record du parcours, c'est la deuxième édition d'une course, c'est le record du parcours de quelque chose que ça fait longtemps que c'est là. Puis, fait que t'es arrivé là, le couteau entre les dents, puis c'était comme ta revanche, finalement. Oui, totalement. Ouais. Mais ça, c'est sûr. Il n'y a rien d'acquis dans la vie. Puis on l'a vu encore en 2020, il n'y a rien d'acquis pour vrai. Là, mettons, tout le temps que tu sois, c'est ça. Faut pas trop prédire l'avenir, puis il faut juste que tu as fait ce que tu avais à faire, tu es là jour J, go for it, on verra par la suite, mais pas trop regarder vers l'avant, puis même, se donner des objectifs, c'est large, là, faut pas que ça soit, je pense, trop précis non plus. Si tu as quand même des références fines, mais sinon, quand même, te laisser une marge, mais quand même, te donner justement des objectifs pour te propulser, pour t'aider à juste avoir le feu, mais aussi, te dire qu'il y a des impondérables dans tout ça qui peuvent jouer. Fait que pas trop non plus, là, que si ton objectif A fonctionne pas, ben, pas trop te laisser atteindre par ça, puis juste comme continuer parce que c'est la vie, là. C'est pas... tu aurais pu faire, mettons, ça n'a pas été comme tu voulais cette journée-là, mais le lendemain, peut-être que ça aurait été la meilleure performance de ta vie. Il y a tellement d'impondérables que, Mais c'est se fixer des objectifs, je pense, pour avancer, c'est nécessaire dans la vie pour n'importe quoi, mais c'est aussi être flexible dans nos objectifs, disons, d'être capable de les atteindre, mais d'être capable de bien vivre puis de les changer en cours de route. Des fois, je veux dire, n'importe qui dans la vie change, puis il n'y a personne qui peur, puis que ces objectifs qu'ils ont à 15 ans, c'est les mêmes rendus 30 ans plus tard. À mesure que la vie avance, ben, tu changes les objectifs. Je pense que c'est pareil à un plus petit niveau dans le sport. Tu te dis, 2020, c'était ça mes objectifs. Ben, là, il y a une pandémie mondiale, puis tout ça, sac le camp, ben, il faut se trouver d'autres objectifs au quotidien, à court terme, pour justement pouvoir pousser en entraînement. Totalement. Ouais. Parlant d'objectifs, est-ce que tu as un bucket list? Là, on parlait tantôt de 2021, c'est très short term, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que au-delà de tout ça, tu t'es fixé des objectifs plus grands ou c'est juste de continuer à t'amuser là-dedans et à progresser? Ben, c'est sûr que je pense que gros objectif, ça serait l'UTMB, là, for sure. Là. Ouais. J'aimerais vraiment ça, pas dans un avenir quand même rapproché, faire l'UTMB parce que c'est le rendez-vous, c'est la grosse course, puis je pense que c'est la référence. Puis, par la suite, c'est assez vague parce que même si ça a quand même bien été dans mon début, je suis très nouvelle dans le milieu du trail, puis j'ai beaucoup à voir encore, puis j'ai beaucoup à découvrir, puis j'ai hâte de voir plus les distances augmentent, comment je vais me sentir, puis comment, c'est ça, je vais me sentir, comment je vais aimer ça. Présentement, je suis à l'aise dans les distances qui entourent ce que j'ai fait, mais par la suite, c'est du gros inconnu, donc ça, j'ai hâte de voir. Donc, c'est de progresser à travers les années, puis de juste par la suite découvrir, mais c'est sûr que il y a tellement de belles courses dans le monde que on dirait qu'on voudrait tout faire en même temps, mais c'est ça. Après, ça va être un peu plus tranquillement augmenter les distances, puis pour pas trop non plus rusher à travers tout ça. Là, je pense que ce qui fait la beauté de tout ça, c'est d'être dans la progression, puis de juste comme faire ça sainement aussi, là, de pas, c'est ça, tout vouloir en même temps. Donc, mais c'est sûr que toutes les courses un peu plus 100 miles m'intéressent beaucoup, puis dans plusieurs années, peut-être un peu plus, mais c'est un peu plus mode aventure. Oh, oui. Comme Mathieu parlait à l'épisode 12, je pense que tout le monde cette année s'est trouvé d'autres sortes de défis. Certains, c'est des choses enregistrées comme des FKT ou whatever. D'autres, c'est comme dans ton cas, tu disais juste d'être dehors puis de prendre du plaisir dans cet entraînement-là. Puis chacun a fait des apprentissages là-dedans. Puis je pense que les gens ont pris goût à ce type de défi-là aussi, que ce soit plus le mode aventure ou un peu plus laid back, là, de ne pas avoir une course organisée avec des flags puis des ravitaux puis d'essayer quelque chose de nouveau, que ce soit des courses en autonomie ou des défis, peu importe lesquels, là, traverser des régions comme David Bombardier qui a traversé l'Estrie au grand complet ou des choses super intéressantes qui se passent. Puis
ça aura permis ça aussi cette année de découvrir de nouveaux défis. Là. Totalement. Des petites questions du public parce que un peu plus tôt cet automne, j'avais annoncé que tu allais être ma prochaine invitée, puis les gens m'avaient écrit des questions, puis je trouve toujours ça intéressant de laisser la voix à ces gens-là parce que je suis vraiment chanceux, j'ai vraiment un beau following par rapport au balado, puis je me fais beaucoup écrire, puis les gens donnent beaucoup de feedback. Tu sais, le jour que je lance un épisode, le mercredi soir, genre je me lève le lendemain matin, j'ai comme 30 messages, des coups d'os, puis je trouve ça vraiment trippant parce que je le fais pour ça. Je le fais pour moi parce que j'ai du fun à le faire puis à rencontrer des gens inspirants puis de jaser de trail parce qu'en ce moment, on n'a pas de course pour jaser, de prendre une bière après les courses. Fait qu'on le fait à travers Zoom puis un micro. Ouais. Mais je le fais aussi parce que c'est du contenu le fun à consommer le balado puis je voulais le faire à ma façon. Mais j'en reçois beaucoup de feedback puis je trouve ça intéressant quand je peux te donner la voix à ces gens-là puis de voir, parce que moi, je me prépare d'une façon. Après, c'est les gens ont toujours des questions un peu champ gauche qui sont bien intéressantes puis je te lance ça. Vas-y. Jocelyn Rouzic, à quand ton premier trail en France? En France, c'est soit en mai ou en août. C'était en 2021. Oh yeah, ça s'en vient. CCC voilà. Ou c'est quoi l'autre VVX. Exact. Et depuis cette année, ça fait partie de l'Ultra Trail World Tour, je pense. Voilà, ouais. OK, cool. Joanie Desroches, est-ce que ta relation avec les médias sociaux est et a toujours été saine et bénéfique? Oh! Intéressant. Hey, ça, c'est bon, Joanie, là. Attends une minute. Je pense pas, non. Non. Parce que, tu sais, j'en avais déjà parlé, mais je pense que quand j'étais adolescente, j'ai eu des problèmes un peu plus côté... Mon Dieu, j'en avais déjà parlé, mais tu sais, j'ai eu des problèmes de troubles alimentaires. Puis, à ce moment-là, je n'utilisais pas nécessairement les médias. C'était beaucoup dans de la comparaison, vraiment... pas de la bonne façon. Je pense que c'était beaucoup plus malsain, mais présentement, c'est davantage dans du partage puis dans l'espèce d'esprit de communauté trail qui est incroyable. Puis c'est de vraiment regarder des pages inspirantes puis justement avoir des discussions par les médias avec des gens inspirants puis avec des gens qui ont les mêmes intérêts que nous. Là. Ouais, beaucoup. Là. Ouais. De connecter avec des gens qui partagent une passion. Oui, parce que c'est ça. Il y a quand même, tu sais, les médias sociaux, il y a ces côtés-là positifs et négatifs. Là. Quand ils sont utilisés de la bonne façon, ça peut être super positif, mais il y a encore un peu des côtés négatifs, je pense, des médias sociaux. Là. Ouais, puis c'est poussé. Tu sais, j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps, tu sais, je travaille là-dedans, puis je me trouvais con de réaliser ça, mais... Tu sais, mettons mon Instagram, je veux dire, je suis des coureurs, des coureuses, puis un peu du monde du théâtre, puis un peu des amis, tu sais. Puis quand tu fais l'onglet recherche, mettons que je vais aller chercher Anne Champagne, je vais faire la petite loupe, il te propose du contenu, puis je capotais parce que je me dis, mettons que je suivais que des top modèles en costume de bain, je comprends pourquoi on me propose ça, tu sais, c'est ce que je cherche. Moi, dans mon cas, je confirme que c'est juste des coureurs, des coureuses de trail, du monde qui aime faire des hikes dans le bois, puis tu ouvres l'onglet recherche, puis il te pousse du contenu pas possible. Puis je me dis, c'est quand même malsain de proposer ça. Mais bon, ça, c'est éditorial. C'est particulier, les médias sociaux. Puis il faut apprendre à dealer, puis en prendre, puis en laisser, parce que je suppose que tout le monde n'est pas à l'abri de recevoir du négatif, même quand dans la vie, tu fais juste faire du positif, puis faire des photos d'arbres, puis de montagnes, puis de sommets. Tu reçois des fois des affaires, puis tu te dis, c'est bizarre. Toi, as-tu eu à dealer avec du négatif ou par rapport au contenu que tu mets ou c'est pas si tôt? Non. Ça, c'est cool. J'ai jamais rien eu de négatif pour vrai. Fait que, genre, je touche du bois, mais je pense que comment ils disent ça? Tu sais, t'attires ce que tu dégages? J'espère. Fait que c'est pas mal ça. Mais non, j'ai pas eu de négatif. Bon, on félicite les abonnés d'Anne qui savent se tenir. Bravo. Au nombre de mails qu'on entend sur les médias sociaux, t'es comme ça, c'est une belle crowd d'abonnés, c'est le fun. Ouais. Est-ce que je rebondis sur la question de Joanie. Est-ce que tu traces une ligne? Parce que tu fais entrer les gens dans ta vie en question d'entraînement, on le suit là-dedans, puis c'est intéressant. Je pense que c'est ça qui est le fun, c'est pour ça qu'on se suit tous l'un l'autre, c'est de voir qui s'entraîne de quelle façon, puis c'est cool, telle montagne, je pourrais aller la faire, mais au-delà de ça, est-ce que tu te mets des limites, question de vie personnelle, sur ce que tu mets sur les médias sociaux, ou tu vas encore là au feeling? Je pense que Instagram, c'est un peu plus ouvert, je pense. Je pense que tu as des amis un peu partout dans le monde, tu les connais pas. Tu partages plus par rapport à des intérêts, mais côté plus, mettons, Facebook, tout ça, j'ai une page plus qui est tout ce qui est performance, sport, puis j'ai une page personnelle que là, c'est des amis
plus proche, tu sais, du monde que je connais bien, que j'ai rencontré, famille. Mais sinon, tu sais, des fois, j'ai des requests de gens que je connais pas, ben, tu sais, j'accepte pas, là. Tu sais, j'ai quand même c'est ça. Fait que j'ai quand même un petit nid comme ça, mais ouais, c'est pas mal ça. Mais ouais, je trace quand même la ligne, là. Tracer une ligne, ouais. Ouais. Maïka Lamoureux, suis-tu une diète particulière? Non, je mange pas mal. Ben, non, je dis non. Ben, tu sais, je suis pas trop, non, je suis assez flexible. Je te dirais que je consomme pas par moi-même mettons, je mange pas de viande par moi-même vraiment, mais mettons que je vais chez quelqu'un puis un plat de viande, je vais en manger. Mais je suis pas nécessairement comme végétarienne 100%. Je suis plus comme flexible, je te dirais. Je mange pas mal de tout. J'essaie d'être équilibrée, d'aller chercher tous mes nutriments. C'est rare que je vais manger beaucoup d'aliments transformés, mais ça, c'est par choix personnel. Mais non plus, j'en fais pas trop de cas si par-ci, par-là, je mange quelque chose de plus transformé. Mais c'est ça, en général, très équilibré. Moins de viande possible parce que je trouve que ça me colle plus à la peau, mais non plus pas que je freak pas non plus avec ça. Fait que pas rien de spécial, là. Je calcule pas vraiment, là. J'essaie d'avoir une belle alimentation, là, complète. Ouais. Bon, c'est intéressant, ça. Ouais. Nicolas Dan, que tu connais, de chez NAC. Yeah. Salut, Nico. C'est quoi la journée type de la reine Anne à l'entraînement? C'est verbatim, hein? Je prends sa question comme il me l'a demandé, mais tu sais, c'est Nico, c'est qu'ils connaissent. Fait que la reine Anne. Queen Anne. Ça dépend. Si je travaille 4 jours sur 7. Si je travaille, typique, je travaille à partir. Ben, dans le fond, je m'entraîne le matin. Je fais plus un entraînement renforcement musculaire ou des fois, je fais entraînement de bike ou quelque chose comme ça. Par la suite, je travaille un peu plus tard. Je travaille à 10 heures. Donc, le matin, je me lève assez tôt. Je fais mon premier entraînement. Je déjeune, je me prépare. Je pars en courant je fais du run commute, ce qui me permet de justement faire un certain volume d'entraînement dans ma semaine puis de combiner les deux avec mon voyagement. Je travaille ma journée, je reviens en courant. Puis là, il est 7 heures. Donc, par la suite, routine de soir. Puis, avant de me coucher, je fais tout le temps de routine, soit yoga ou étirement. Fait que ça complique pas mal mes journées de travail. Sinon, mes journées off, ben, j'en profite. J'ai juste ma petite personne à m'occuper. Fait que je suis en montagne, je me déplace, puis je fais des plus longues sorties, là, la plupart du temps. Puis, j'ai tout le temps une journée off par semaine que je bouge, mais pas de course à pied. T'sais. Fait que c'est plus ma journée pour préparer ma semaine, faire mes repas un peu plus parce que j'ai des semaines chargées, faire du ménage, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est une semaine typique Anne. Intéressant, la question de Nico est devenue la semaine type. C'est vrai, c'est une journée, hein? Mais écoute, mais c'est correct parce qu'il y a un peu de tout là-dedans. Une journée que tu travailles, une journée que tu ne travailles pas, ça change pas. On ne l'a pas dit en introduction. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Anne? Moi, je suis thérapeute en physiothérapie. Donc, je ne suis pas physiothérapeute, mais j'ai fait de la technique. Donc, je fais pas d'évaluation, mais je fais des traitements. Voilà mon métier. Puis, je suis massothérapeute aussi. Là, j'ai les 2 formations. Donc, je travaille dans une clinique à Joliette. Puis, est-ce que ce background-là, ce travail-là, t'aide aussi? Parce que, je veux dire, on en parlait tantôt de l'entraînement, puis je suis pas entré là-dedans, mais tu sais, avec le volume qu'on met, je pense que tout le monde a toujours des petits bobos, là, sans être de blessures, on a toujours des petites douleurs et tout ça. Est-ce que ces connaissances-là t'amènent à pouvoir pas t'auto-traiter, mais d'être capable de ressentir et de t'aider là-dedans à récupérer de ces petits bobos-là? Je pense que je suis devenue de plus en plus, tu sais, t'es plus à l'écoute de ton corps. Tu le sais que quand il y a des trucs qu'il faut que tu écoutes, des trucs qu'il faut pas que tu écoutes. Des fois, il y a des douleurs plus musculaires que là, tu peux faire comme, OK, t'es juste raqué. Mais il y a des trucs là où il faut que tu fasses plus attention. Puis là, souvent, oui, je fais de l'auto-traitement davantage. Puis, ben là, j'ai des collègues autour de moi. Fait que c'est un peu plus facile quand même de me faire traiter. Mais oui, ça, c'est certain que je connais plus de domaines. Donc, je peux un peu plus savoir là, quand c'est bon de ralentir un peu. Là. C'est cool. Je pense que c'est ça qui est le défi aussi dans notre sport, c'est des fois de faire la différence, autant en course qu'en training, entre un bobo, une douleur, puis une blessure, parce que des fois, la ligne est mince, mais des fois, faut pas freaker puis arrêter de courir chaque fois qu'on a un petit bobo, parce qu'on ne courait pas souvent. Par contre, il ne faut pas empirer une blessure, puis des fois, c'est cette ligne mince-là, puis des fois, j'ai des gens, je veux dire, je suis zéro thérapeute ou quoi que ça, puis les gens, parce que je m'affiche avec le balado, les gens m'écrivent à ce sujet, puis je suis comme, hey man,
si tu veux un plan d'entraînement ou si tu veux... je suis super honoré que vous m'écriviez pour ça, mais pour vrai, je suis pas la bonne personne pour ça. Je m'entraîne au feeling, puis quand je suis blessé, je vais voir mon physio. Puis quand je suis pas blessé, je vais voir mon masso. Chacun son métier. Hein? Exact. Fait que je sais qu'il y en a un pour me traiter. Puis moi, je l'ai vu la différence avec le masso qui est dans la même clinique que mon physio. Fait qu'ils ont accès à mon dossier. Fait qu'il sait comment me traiter. Puis j'ai appris avec le temps que quand je suis pas blessé, mais ça vaut la peine de traiter quand même. Prévenir. Ouais. Puis des fois, c'est bon aussi, même si tu es dans le domaine de pas trop faire confiance à. Des fois, je demande des questions, puis des fois, je vais préventivement. Parce que des fois, justement, quand t'es un peu, tu sais, quand t'aimes un peu trop ça, ben là, tu t'écoutes plus trop, puis là, t'es comme un peu dans le déni, là. Ça va t'arriver souvent. Puis, ben c'est ça peut mener à des blessures. Fait que là, je suis un peu plus... j'aime mieux être dans la prévention, puis que d'être blessé pendant un bout de temps, puis d'être arrêté, là. Ça fait quand même chier d'être arrêté longtemps. Exact. Voilà. Faut pas être cordonnier mal chaussé, je pense que... Ouais. Ça parlait avec mon physio lui-même qui fait beaucoup de sport. Puis, des fois, c'est des choses que tu dis à tes clients que tu ne ferais pas au quotidien et vice-versa. Oh my God! Ouais. Mais je pense que c'est le défi de chacun. Ah oui. Une dernière question nous vient de c'est de moi. C'était ma question conclusion. Non, mais en fait, je me demandais, après 2 ans à tramer dans le monde de la trail, 2-3 ans peut-être, c'est quoi tes grands apprentissages que tu as fait? Les grandes leçons que tu tires, ou si quelqu'un disait tu as 3 cases à remplir avec tes 3 apprentissages clés, tes 3 conseils pour quelqu'un qui commence dans le sport, c'est quoi? Pas obligé d'être 3, mais quels sont les apprentissages, Dan? En premier, fais ce que tu aimes pour de vrai. Tu sais, genre, fais-le à fond, puis vas-y, tu sais, découvre-toi. Découvre quelque chose que tu aimes, puis vas-y à fond parce que ça fait du bien d'avoir une activité qui nous fait décrocher de notre train-train quotidien un peu plus, des fois, stressant, puis d'avoir une espèce d'échappatoire, quelque chose qu'on aime faire. Puis peu importe, tu sais, ça peut être dans l'art, peu importe, mais d'aimer quelque chose, c'est vraiment beaucoup, ça fait vraiment du bien. Puis on se sent vraiment, je trouve, plus complet, plus accompli. Puis c'est ça. Ça, c'est le numéro 1. J'irais la progression. Pas trop se fier à ce que les autres font, mais vraiment le faire par nous-mêmes, puis de progresser à travers tout ça parce qu'on ne sait jamais, tu sais, ne pas se comparer à quelqu'un d'autre parce que tu ne sais pas c'est quoi son background, qu'est-ce qu'il a fait dans les dernières années. Tu sais, peut-être qu'il débute dans le sport, mais qu'il a un hyper gros background qui est connexe, qui peut l'avoir aidé à aller un peu plus vite dans sa progression dans ce sport-là, tu sais. Fait que y aller par soi-même, puis c'est ça, de peu importe là, d'aller dans la progression. Je vais me permettre une parenthèse pendant que tu penses à ton prochain conseil, parce que je trouve que c'est tout qui est le fun dans ton parcours, c'est ça, c'est la progression. Tu sais, on en a vu beaucoup, autant du côté élite que des gens qui découvrent la course, qui se pichent dans des 100 miles hyper vite, que c'est attirant. Je veux dire, n'importe quel ultra est impressionnant, mais quand tu te mets à t'intéresser à ça, le 100 miles, c'est la distance marathon de l'ultra, c'est l'espèce de Saint Graal. Puis les gens se pitchent vite là-dedans. Puis tu sais, si tu écoutes ça en ce moment, puis tu te dis, hey, ça m'intéresse le trail, ben avant même de faire de l'ultra, il y a des super... En fait, chaque événement a des super distances, tu sais, des 10, des 15, des 28, mais il y a de quoi qu'on peut retenir juste en regardant ta feuille de route, puis la discussion qu'on a, c'est une progression, tu sais, je parlais de ton intensité tantôt, mais je sens qu'il y a vraiment une réflexion dans cette progression-là, parce que je sens que tu veux comme faire des checks avant de passer au Saint Graal, qui est le 100 mètres, ça fait que c'est intéressant. Fait que, parce que j'en ai parlé beaucoup. Ben oui. Puis tu sais, j'en ai parlé, mettons, avec Mathieu Blanchard, on en parlait, puis tu sais, il me disait, en effet, il me disait, attends, sois patiente parce que il y a trop, ça serait plate de gâcher ce que tu es en train de build-up. Tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qu'on les a vus performer comme 1 an, puis sont disparus là, quasiment de la planète. Puis pour de vrai, il y a plusieurs noms. Puis je pense que juste, tu sais, oui, côté performance, mais côté santé, d'y aller progressivement, c'est genre la clé, vraiment, pour toute l'entièreté de la chose, là. Progression, aimer ce qu'on fait, puis qu'est-ce que je peux dire? Pour rebondir sur ce que tu disais, j'en parlais avec Jean Fortier du QMT, puis j'ai failli y envoyer le segment parce qu'on a parlé quasiment une demi-heure après l'entrevue. J'ai eu l'idée, est-ce qu'on fait un off the record, puis je sors ça, puis il name-droppait des gens quand il expliquait exactement ce que tu viens de dire, puis tu sais, Jean Fortier, ça fait 15 ans qu'il organise des ultras, puis il y a une connaissance immense de ce sport-là, puis il disait, il y a tellement de monde qu'on a vu
passé comme un coup de vent, qui ont performé pendant 3 courses, qui se sont brûlés, qui sont partis. Puis je trouvais que c'était tellement un apprentissage intéressant, mais il parlait de gens précisément, puis je n'allais pas mettre ça en ligne, surtout pas sans y demander, mais surtout même par respect pour ces gens-là, parce qu'il y a tellement autre chose. Ça peut être une blessure, ça peut être un cas, une situation personnelle qui fait que la personne s'est désintéressée du sport. Fait que, mais Jean m'en parlait avec un grand respect, mais d'expliquer, il dit, j'ai tellement vu des gens passer comme des coups de vent, puis c'est à tous les niveaux, tu sais, puis on en voit même aux États-Unis, tu sais, t'as des gars des coureurs qui performent longtemps, puis t'as des Geoff Rose qui gagnent 5 courses en 5 fois, puis on le voit plus jamais. Puis tu te dis, ben, où il est rendu? Puis des fois, c'est des gens qui sont brûlés vite. Puis, mais c'était un truc que Jean parlait que je trouvais super intéressant. Puis je savais pas comment en parler, parce que je trouve que c'est un apprentissage pour n'importe qui nous écoute, qui veut faire de l'ultra. Puis je profite de l'occasion pour parler de cet apprentissage-là, de Jean, ce constat-là d'un vieux routier qui n'a vu d'autres. Oui. Puis, tu sais, ça pourrait être ça, pas se comparer, tu sais, dans toute dans la vie, j'en fais là pour toi, puis vas-y pour ta performance. Arrête de viser, mettons, une position, mais vise comme soit quelque chose d'autre, un temps, ou juste d'être à la fin, puis d'être comme, tu sais, parce que c'est dur d'avoir une référence, mais juste comme de savoir à la fin que tu as tout donné. Genre, c'est le plus beau cadeau que tu peux pas te donner à la fin d'un événement que tu as participé, plus qu'une médaille ou peu importe, là. Tu sais, c'est des histoires à te raconter par la suite, c'est des expériences de vie. Ouais. Fait que, ça a de l'allure quand même. Ça a bien de l'allure, ça. Les gens, écoutez, prenez des notes. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Anne. C'était vraiment intéressant tout ça. Comme d'habitude, moi, je termine avec mes questions éclair NAC. Des questions A ou B, toutes simples. Puis le FKT féminin est partagé entre Marie-Ève Pelland et Maude Matisse. Belle compagnie quand même. Puis c'est en 25 secondes quand même, donc c'est assez rapide. Okay. C'est 10 questions rapides. Je vais sortir mon sel pour te chronométrer. Là. Oui, c'est le bout stressant, là. On se met de la pression. Donc, tu me dis quand tu es prête? Je suis prête. Route ou trail? Trail. Sentier roulant ou technique? Technique. QMT ou Bromont Ultra? QMT. Courir à moins 30 ou à plus 30? Plus 30. Question NAC saveur, amande choco ou baie-noix? Baie-noix. Monter ou descendre la montagne? Descendre. Courtney ou Emily Forsberg? Courtney. S'entraîner ou courser? S'entraîner. 100K ou 100 miles? 100K pour l'instant. Réunion Guadeloupe? Réunion. 24 secondes. On a un nouveau FKT, mesdames, messieurs. C'était rapide, mais c'était des bonnes réponses. C'était intéressant. 24 secondes. Fait que là, tu sais que pour les prochains épisodes, je vais te name dropper jusqu'à temps que quelqu'un te batte. Mais j'ai des bonnes invités qui s'en viennent dans les prochains épisodes. Fait que on va voir si ton FKT va durer. Fait qu'écoute, tu peux dire que Marie-Ève et Maude Matisse, c'était quand même un record rapide, mais c'est battu par 1 seconde. Donc, d'habitude, quand Anne bat un record de parcours, c'est un peu plus rapide, un peu moins qu'1 seconde. C'est souvent des heures, mais là, dans ce cas-ci. Bon, blague à part, merci beaucoup de ton temps, Anne. C'était vraiment intéressant. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ben oui, puis c'était le dernier épisode de 2020 parce qu'au moment où ça va sortir, on va être le 30 décembre. On va être à la veille de 2021, l'année où tout le monde, on l'espère, va pouvoir recommencer à courser, à participer à des événements, à avoir peut-être un sentiment de trail, une communauté de trail. Tu sais, cette année à Ricana, je pense, puis je ne sais pas pour Beluga, mais je sais qu'à Ricana, ça a eu lieu. C'était malade de pouvoir faire un événement, avoir une ligne de départ, mais c'était pas pareil. Quand tu finis, puis tu es comme, hey, voici ta bière dans un verre, puis va-t'en. Mais tu sais, tout le monde, c'est normal, puis ça valait tellement la peine, mais on se souhaite un espèce de réunion, un retour. Un semblant de retour à la normale, entre guillemets. Oui, c'est ça. On verra ce que ça donne. Puis je te souhaite que tu puisses aller faire ces courses-là. Au-delà d'avoir des événements, c'est de pouvoir voyager puis d'aller montrer qu'au Québec, on a une tradition de trail qui gagne en popularité. Je pense qu'au Québec, ça explose en ce moment. C'est porté par plein de gens, dont toi, je pense, qui inspire les gens. Puis je pense que ton parcours, comme bien des gens, c'est celui de faire d'autres sports puis à un moment donné, de découvrir le trail. Puis il n'y a pas grand monde qui revient à leurs anciens sports. On dirait en trail, là. Il n'y a personne qui commence en trail. Il n'y a personne qui son premier sport, c'est ça. Le monde arrive du triathlon, de la course à pied, du vélo, peu importe. Mais on dirait que quand le monde touche à ça, il arrête de faire leur autre sport. Ou du moins, il ne retourne pas. Puis il plonge là-dedans. Puis c'est le fun de voir ça grandir. Puis je pense qu'à l'île de la Réunion, l'année passée, a été une belle preuve sur l'échelle internationale qu'on avait des solides coureurs avec toi, avec Elisabeth, avec Jeff, qui ont performé, qui sont allés contre l'élite mondiale.
Puis de montrer que c'est ça, les coureurs québécois sont solides, puis c'est le fun de vous voir aller, puis c'est trippant de te suivre là-dedans. C'est super gentil, mais vraiment, ça va être le fun de retrouver le monde, là, vraiment. Allez, comme d'habitude, moi, je remercie William, Nico et toute la belle gang de NAC. Je remercie David Hébert qui signe mon design graphique. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Puis je te remercie, toi, Anne, d'avoir terminé 2020 avec moi autour d'un micro. Ça fait plaisir. Au plaisir de pouvoir jaser éventuellement, pas autour d'un micro, mais à une ligne d'arrivée. Quelques heures après que tu auras fini, moi, j'arriverai et on pourra cheers. Merci encore, Yannick. Ben, merci à toi puis à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.